Bienvenue à tous. Moins d'une semaine après les braquages de Robank ici à Kinshasa, d'autres individus armés se sont signalés dans la périphérie de la capitale et ils ont pris pour cible un magasin. Près de 8 000 $ américains et une importante somme en francs congolais ont été emportés et les auteurs se sont volatilisés dans la nature. Les récits de ces braquages, on en parle avec Edith Chala. Suivez. C'est un cumul d'années d'efforts qui s'effondre en un claquement de doigts. Que c'est horrible d'admettre cette récurrence des braquages à Kinshasa sans que les auteurs ne soient appréhendés. À Bibois, un matin ordinaire de mercredi, dans ce shop, quand soudain, des hommes armés débarquent, tirent quelques balles de sommation, mortifient tout le parage et emportent 8 000 $, des francs congolais et des téléphones, dans un calme olympien, sans aucune inquiétude, comme des maîtres des lieux. Kinshasa prend véritablement les allures d'un Far West. La police, elle, dont la mission est de protéger les personnes et leurs biens, ne manque pas d'excuses. Sous-effectif, pas de mobilité. Mais ça, on l'entend depuis des années. Ce n'est pas la population qui va recruter pour la police quand même. L'autorité municipale jointe au téléphone se plaint lui aussi. Ce qui est beaucoup plus inquiétant est que ça s'est fait pendant la journée. Et déjà, comme le cas d'aujourd'hui, c'était déjà vers 8 heures qu'ils ont opéré, récupéré les tout et est parti sans pourtant même qu'ils soient interpellés par la police. Nous n'avons pas l'effectif, il n'y a pas de matériel, on ne sait pas quoi faire parce que nous n'arrivons pas du tout à sécuriser cette population. Au finish, il n'y a aucune solution en vue. Les assaillants poursuivront leur promenade de santé, causant mort et désolation, en attendant que la police et ses autorités s'élèvent au niveau des défis. La population devra envisager d'autres méthodes d'autodéfense populaire, même si en face des hommes armés, on n'a que très peu de marge de manœuvre. À ces sujets, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela-Kamba, appelle la population à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre pour mettre fin à ces phénomènes. Des solutions sont envisagées pour répondre aux revendications du personnel administratif de la Chambre basse du Parlement. Le sujet était au cœur de la dernière plénière à l'Assemblée nationale. Blaise Boko-Kassanza. De prime abord, le président intérimaire de la Chambre basse du Parlement a fixé l'opinion sur les manifestations du personnel administratif de l'Assemblée nationale. À ce sujet, le bureau a décidé de convoquer une réunion avec quelques membres du gouvernement en charge de l'intérieur, la fonction publique, du budget et des finances afin de trancher définitivement sur cette question. C'est ainsi que la plénière a suggéré qu'une commission spéciale soit constituée afin de participer à la solution durable à cette situation. L'honorable Jacques Jean-Claude Tshilombaye a informé les députés nationaux que les différentes manifestations des salaires du personnel de l'administration sont dues à la lettre de l'ex-président Vital Kamerhe ayant demandé l'augmentation des salaires du personnel multiplié par 5 et le gouvernement n'a jamais répondu favorablement à cette demande. L'Assemblée plénière a procédé à la validation de pouvoir et à la réintégration de certains élus du peuple conformément à l'article 110 et 99 de la Constitution. Il s'agit notamment de l'ancien ministre de l'Industrie, Ememboji Sangara, et de l'ancien vice-ministre de l'Éducation. Concernant les suppléants censés remplacer certains députés empêchés, la plénière a décidé de renvoyer leur cas à la commission PAJ pour examen approfondi avant leur validation et intégration. Les deux projets de loi déposés par le gouvernement et défendus par le ministre Marc Ekila de la formation professionnelle représentant le ministre du Commerce extérieur empêché, la plénière a voté en première lecture avant leur examen en seconde lecture par le Sénat. Nous allons très prochainement, rendre public le calendrier des élections et que nous allons demander à chaque groupe parlementaire de désigner un membre qui sera communiqué à votre bureau. Enfin, le bureau a annoncé conformément à l'article 26 et 27 de son règlement intérieur la publication imminente du calendrier électoral afin de combler les postes vacants des présidents et des rapporteurs adjoints de l'Assemblée nationale. L'on a encore en mémoire les récents incendies qui a consumé les meubles en vente
à Binza Delvaux, ici à Kinshasa. Il faut une aide d'urgence pour soutenir ces petites et moyennes entreprises. Le gouvernement central s'emploie pour une réponse rapide, coordonnée et durable qui va jusqu'à l'indemnisation des victimes. Images et commentaires. Face au drame survenu sur le site artisanal de Delvaux dans la commune de Ngaliema, la première ministre Julie Soumino Toulouka a convoqué une réunion d'urgence avec tous les acteurs concernés. Objectif, mettre en place une réponse rapide, coordonnée et durable. 3 priorités ont été définies: l'aide humanitaire immédiate aux sinistrés, le relogement temporaire des artisans, l'indemnisation de pertes subies. Un incubateur moderne sera créé sur le site avec des ateliers de formation et des espaces d'exposition. Et donc nous avons abordé toutes ces questions sur fond de la nécessité d'avoir un projet pilote qui va être un modèle et qui pourra être dupliqué sur les autres sites. Et sur base d'un certain nombre de principes, incluant notamment l'absolue nécessité d'être préventif, strictement préventif, et faire en sorte que, même lorsque le sinistre arrive, il y ait des assurances conséquentes. Du côté des assurances, l'ARCA, Autorité des régulations et de contrôle des assurances, a reçu mandat pour concevoir une assurance incendie adaptée aux besoins des petits artisans. Sur le plan financier, le gouvernement s'appuie sur un partenariat solide avec le FOGEC, Equity Bank, le FPM et Rausure pour établir un écosystème financier résilient garantissant l'accès au crédit même en cas de sinistre. Aujourd'hui, l'engagement qui a été pris, c'est que très rapidement, nous puissions nous travailler pour développer maintenant des produits de micro-assurance pour ces artisans et qui puissent aussi bénéficier de ça et qu'ils aient une couverture, notamment pour l'incendie ou pour d'autres types de produits, santé et autres. Et on voit que cette culture va de l'avant et ce sera très bénéfique également pour eux. Cette initiative s'inscrit dans le premier pilier du programme du gouvernement souminois, faire du développement des PME un moteur de croissance pour une économie plus inclusive et plus forte. Fraude, spéculation et hausse des prix, c'est les constats sur le marché des biens et services. Et ce, malgré le fait que le franc congolais a pris le dessus sur le dollar. Le ministère de l'économie nationale annonce la descente des inspecteurs et contrôleurs pour traquer les commerçants véreux. Redépendants. Le ministère de l'économie nationale a lancé le mercredi 22 octobre 2025 une vaste campagne de contrôle économique visant à stabiliser les prix sur les marchés et à protéger les consommateurs. Les inspecteurs et agents contrôleurs ont reçu les ordres de mission pour la première phase des opérations. En parallèle, le chef de division provinciale ont été instruits de déployer leurs équipes pour les contrôles dans les entreprises relevant de leurs compétences, notamment le PME. La cérémonie a été présidée au nom du vice-premier ministre de l'économie nationale par Albert Kassongo, son directeur de cabinet, rappelant les efforts du gouvernement avec insistance sur la nécessité d'un contrôle rigoureux et systématique. Tout cela pour prévenir la fraude et la spéculation sur des prix en s'appuyant notamment sur la nouvelle application numérique Talo. Cette mission de contrôle des prix pour Albert Kassongo vise la stabilité des prix et la protection du pouvoir d'achat qui demeure parmi les priorités majeures dans le contexte actuel de fluctuation du taux d'échange, avant d'exhorter les agents à faire preuve de discipline, d'intégrité et d'efficacité. Tout manquement au code de bonne conduite de l'agent public exposerait à des sanctions. 2 mots-clés: sanctionner. Deuxièmement, contrôle systématique. Donc vous qui allez sur le terrain, il faut éviter les accointances avec les opérateurs économiques. Ngoyi Mbouyou, chef de division de la direction des inspections économiques, a réaffirmé l'engagement à faire respecter la législation et défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. Pour sa part, Rose Omoumou, chef de bureau à l'économie, a précisé que cette mission couvre les exercices 2024-2025 avec un accent sur le respect de la réglementation, l'affichage des prix et l'évaluation de l'impact de l'appréciation des francs congolais. Et l'Organisation mondiale du commerce vient de mettre à la disposition de la RDC une enveloppe pour développer le commerce numérique dans le secteur privé. C'était au cours de la réunion de ministres africains ayant en charge le commerce et une délégation de l'OMC à Genève. C'est un commentaire signé Eric Kalamba.
Autour de ces tables bien rangées, ici à Genève, en Suisse, tous les ministres africains ayant en charge le commerce discutent et trouvent des solutions aux problèmes qui dérangent quotidiennement ces secteurs au niveau de l'Afrique. Parmi ces problèmes, la transformation locale de matières premières, l'accès au crédit, la faible connectivité routière et énergétique, la fracture numérique et les problèmes climatiques. Ensemble, ils ont mis en place de nouvelles stratégies pour promouvoir les commerces en Afrique, plus particulièrement au niveau de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Le démantèlement tarifaire et la nécessité d'opérer des réformes au niveau de l'Organisation mondiale du commerce figurent parmi les mesures fortes prises au terme de ces travaux. Juste après, Julien Paluku Kaonga, accompagné du secrétaire général au commerce, s'est rendu au siège de l'OMC où l'RDC vient de décrocher l'accompagnement du cadre intégré renforcé pour accélérer l'élaboration du programme pays. Cette structure de l'OMC, qui appuie le pays moins avancé, vient de disponibiliser plus de 3 millions de dollars américains pour aider la RDC à développer les commerces numériques. On avait déjà bénéficié d'un accompagnement du cadre intégré renforcé de l'OMC et il a été annoncé ici 3,5 millions de dollars pour devoir accompagner l'élaboration d'un programme pays pour qu'on choisisse les produits prioritaires qui vont faire l'objet d'échanges commerciaux avec le monde. Peu avant, le ministre congolais du commerce extérieur a échangé avec son homologue marocain. Sur la table de discussion, les deux personnalités ont partagé l'expérience dans le développement de chaînes de valeur autour de l'industrie des batteries et véhicules électriques. La nécessité d'implémenter des politiques claires, des politiques publiques claires, des développements urbains. Le sujet était au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et la ministre de l'urbanisme et habitat Bogaza Yogo, Nadine Kilosho et Moki Maluma. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé une importante séance de travail avec Madame Bongassa Yongo, ministre déléguée à l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville. Au centre des échanges figurait la nécessité de l'implémentation des politiques publiques nationales de développement urbain, notamment par la mise en œuvre des innovations visant à rendre viable l'environnement des villes grâce à une politique de proximité. Les deux membres du gouvernement ont souligné l'importance d'aligner les réformes administratives en cours avec l'ambition du développement urbain. Pour que la République puisse avoir des villes propres, son Excellence nous a donné des pistes de solutions. Je pars maintenant voir ministre d'État, ministre de l'urbanisme et habitat par rapport aux pistes de solutions. Cette rencontre marque un pas de plus vers la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui place la modernisation de l'administration et l'aménagement du territoire au cœur de l'action gouvernementale. Les mentorats dans le leadership féminin. Justement, le programme 2025 de mentorat initié par la Fondation Hansi Edel est arrivé à terme. Une cérémonie à laquelle a pris part la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba Idichala. Thérèse Kaikomba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et francophonie, était à la cérémonie de clôture du programme de mentorat 2025, une initiative de la Fondation Hansi Edel dans le cadre de son programme de leadership féminin en partenariat avec le Cercle des leaders juvéniles pour la promotion et la protection sociale, CLEJUPS. L'objectif principal de ce programme ambitieux est le renforcement des échanges intergénérationnel entre jeunes mentorés et les femmes expérimentées, anciennes bénéficiaires du programme de renforcement des capacités en leadership féminin de la Fondation Hansi Edel. Thérèse Kaikomba Wagner est en elle-même modèle d'un leadership féminin qui pourrait servir d'exemple pour ces jeunes mentorés. D'exception, la détention préventive autorisée que dans des cas limités, alors très limités, et en plus après une décision du juge. Malgré cela, les constats et tout autre dans l'application, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé a réuni les magistrats de son office pour un rappel à l'ordre. Images et commentaires. Nul n'est censé ignorer la loi et la République n'a pas des citoyens d'en bas et moins encore d'en haut. C'est sur ces principes juridiques universels que le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé Mambou a tenu cette réunion des services à l'intention des magistrats de son office. Un point d'honneur a été mis sur les instructions de réunions précédentes en y intégrant les nouvelles
assise sur le respect strict des procédures dans les régimes d'exception, notamment la détention préventive, souvent sujette à abus, ainsi que l'amélioration du climat des affaires, condition sine qua non pour l'attractivité économique. Cette réunion avait pour objectif principal de rappeler à l'intention des procureurs généraux que nous sommes les anciennes instructions que nous avons reçues déjà, tout en y intégrant de nouvelles orientations. Et surtout ceux en rapport avec la détention préventive, l'arrestation arbitraire et même l'assainissement du climat des affaires. Au-delà d'un simple rappel à l'ordre, cette réunion s'inscrit dans une démarche de réforme en profondeur du système judiciaire congolais. Elle vise à insuffler un changement de culture chez les magistrats pour une justice plus crédible, indépendante et conforme aux attentes du peuple. Vision portée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et dans le même chapitre, la rentrée judiciaire, pas l'événement en lui-même, mais un aspect important évoqué au cours de cette activité. Il s'agit de la problématique du contrôle de la constitutionnalité des décisions juridictionnelles par la Cour constitutionnelle. Et pour le procureur général près la Cour constitutionnelle, John Prosper Mukemayele, le contrôle en matière de constitutionnalité des décisions de justice n'est pas une invention congolaise. On l'écoute au micro de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Suivez. J'ai soulevé la question problématique du contrôle de constitutionnalité des décisions de justice par la Cour constitutionnelle. C'est une question qui fait débat parmi les praticiens du droit, étant donné que lorsqu'une décision de justice devient irrévocable, elle acquiert l'autorité de la chose jugée, donc c'est le Conseil de la vérité judiciaire. Voir que la Cour puisse les censurer a toujours dérangé plusieurs juristes. Et dans notre mercurial, nous avons tenu à faire voir que ce n'est pas une invention de la Cour constitutionnelle congolaise. Plusieurs droits étrangers ont ce système-là. La Cour constitutionnelle s'est inspirée de ces autres droits pour trancher des questions qui lui sont soumises. Lorsqu'il y a un jugement ou une décision de justice qui ne peut plus faire l'objet de recours, contient des dispositions qui violent les droits fondamentaux. Non, ce n'est pas une violation de la Constitution, parce que d'autant plus que lorsque la Cour statue, elle ne revoit pas l'affaire. La Cour vérifie la violation des droits fondamentaux, étant donné que partout, et même la Constitution lui reconnaît ses rôles de protectrice des droits fondamentaux. Et lorsqu'une décision de justice viole les dispositions constitutionnelles, c'est tout à fait normal que la Cour la déclare inconstitutionnelle et empêche qu'elle demeure dans l'ordre juridique, parce qu'elle attente à la Constitution. Autre chose, la réforme sur la fiscalité directe fait l'objet d'une sensibilisation avant son application au mois de janvier de l'année prochaine. Une matinée fiscale a été initiée par la Direction générale des impôts à l'intention de l'ONEC et les CPCC. C'est un reportage, encore une fois, de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Les membres de l'Ordre national des experts comptables et du Conseil permanent de la comptabilité au Congo ont été conviés à une matinée fiscale relative à la réforme de la fiscalité directe organisée par la Direction générale des impôts. M. Sami Libakelo, rapporteur adjoint à l'ONEC, a lancé un appel aux participants pour plus d'assiduité dans leurs prestations. Nous exhortons nos confrères et nos consoeurs, membres de l'Ordre national des experts comptables, de pouvoir s'adonner à fond, de pouvoir se disponibiliser pour faire en sorte que cette réforme produise des fruits tant attendus par la DGI ainsi que les gouvernements congolais. Le chef de division à la DGI, Josué Kabwe Mukanza, dit ici les motivations de la Direction générale des impôts quant à l'organisation de cette matinée. Nous avons organisé cette matinée pour que, à leur tour, ils puissent être des messagers pour vulgariser cette loi. Une des participants, Madame Diane Esther Namututu, loue cette initiative de la Direction générale des impôts. Je loue cette initiative parce que nous, qui constituons l'intermédiaire entre
l'administration fiscale et les contribuables, nous puissions avoir cette matière pour que nous puissions la transmettre aux contribuables et les aider à mettre en pratique cette réforme. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie, ce avant la séance interactive d'échange par laquelle les participants ont été édifiés. Un concept méconnu du grand public, les métiers verts, soutenus par un plan national de développement des emplois verts en République démocratique du Congo. Eh bien, il en a été question au cours de l'atelier de validation du répertoire, justement, de métiers verts à l'horizon 2030. D'autres explications avec Georges-Frédéric Ndibou. Les travaux de l'atelier de validation du répertoire des métiers verts et du plan national de développement des emplois verts font l'objet d'un atelier organisé par le ministère de l'Emploi et Travail à travers l'Institut national de préparation professionnelle INPP en collaboration avec le ministère de l'Environnement, lancé par le secrétaire général à l'emploi, Dona Baboula. Ces travaux visent à protéger l'environnement, créer des emplois durables et à bâtir un Congo émergent à travers l'opérationnalisation de la transition écologique du pays. Au nom du directeur général de l'INPP empêché, le directeur général adjoint Patrick Kayembe Sompi a fait savoir l'INPP, dans le cadre de la promotion des emplois verts, menait un ensemble d'enquêtes qui a conduit à l'identification de l'analyse des besoins en formation dans le secteur de l'environnement et la prévalidation de 81 métiers verts répartis en 11 filières, à savoir l'agriculture durable, l'industrie agroalimentaire, les énergies renouvelables, la gestion des forêts et bois, la valorisation des déchets, la construction écologique, la conduite d'engins forestiers, la gestion des érosions, l'eau et hydrogène vert et les compétences transversales. Cet atelier de 4 jours réunit les experts du domaine environnemental, les agents et cadres de l'INPP ainsi que le membre du secrétariat général du ministère de l'Emploi et Travail de la RDC. Il ne s'agit pas d'un néologisme, mais d'un autre concept, l'Académie parlementaire. Celle-ci a vu le jour grâce à un arrêté interministériel entre le ministère des Relations avec le Parlement et celui de la formation professionnelle. Éric Abamba nous en dit un peu plus dans ses reportages. C'est une première pour la RDC qui vient de se doter d'une académie parlementaire. Mardi 21 octobre 2025, le ministre d'État en charge de relations avec le Parlement, Maître Guy Luandomboyo, et son collègue de la formation professionnelle, Marc Kilali Kombo, ont signé l'arrêté interministériel portant création, organisation et fonctionnement de cette académie. La cérémonie des solennités s'est ouverte par la lecture du rapport de la commission ad hoc avec la signature officielle de l'arrêté. Dans une ambiance d'unité gouvernementale, les deux ministres ont échangé les signataires, symbole de leur engagement commun. C'est-à-dire que c'est un outil qui vise, en résumé, à renforcer les compétences, le savoir-faire, le savoir-être, tout ce que la science peut apporter, mais dans un domaine bien précis, qui est le domaine parlementaire. Porté par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État, Maître Guy Luandomboyo, a souligné que l'Académie parlementaire servira d'école de la bonne gouvernance et du professionnalisme parlementaire. Dans l'exercice de ces mécanismes de contrôle, il faut que celles et ceux qui sont appelés à actionner ces mécanismes et à contrôler le gouvernement puissent être mieux outillés. Et donc, il y a une technicité, il y a une ingéniosité qui est requise. Cette innovation marque encore une fois de plus la place de souveraineté qu'occupe le ministère de Relations avec le Parlement. Le ministre Guy Luandomboyo honore ainsi la confiance placée en lui par le chef de l'État et la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Il a par ailleurs annoncé que la première promotion de cette académie portera le nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en hommage à celui dont la vision inspire cette réforme historique. L'Institut national du bâtiment et travaux publics s'investit dans l'urbanisation de la capitale. Les normes en la matière seront des stricts respects. Les ministres des infrastructures et travaux publics, John Banza, a visité l'INBTP et en même temps a assisté à la cérémonie d'ouverture de l'année académique. Nana Nawej sur ces images d'Aponzouzi.
Les laboratoires équipés, les auditoires modernes ainsi que les ponts Chamoukoual construits grâce à l'expertise de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics ont captivé l'attention particulière du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction en visite pour l'ouverture de l'année académique 2025-2026. Le ministre Banza, dans son discours d'encouragement, a demandé aux futurs ingénieurs de s'approprier ces ouvrages. Nous avons une approche de la souveraineté dans le cadre de nos infrastructures. Nous sommes convaincus qu'ici à l'INBTP, il y a des génies. Au niveau du corps professoral, il y a des génies au niveau des études. Et nous devons mettre tout ça au profit de la construction de notre pays. Pour sa part, le directeur général de l'INBTP, Cédric Tibangou, a sensibilisé les étudiants sur la qualité de l'enseignement dispensé avec le matériel didactique pour la pratique mise à leur disposition pendant leur cursus n'est pas à négliger. Je veux que vous deveniez des ingénieurs, mais surtout des ingénieurs patriotes, des ingénieurs disciplinés, des ingénieurs qui vont se former pour devenir des ressources pour notre pays. Parce que notre pays, au-delà des ressources matérielles que nous avons besoin de la ressource intellectuelle. Elle doit être conservée, formée, renforcée pour la garder plus longtemps possible. Cette ouverture exceptionnelle marquée par la présence du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a été un moment d'échange et de prise de conscience pour le développement de la RDC. Rentrée académique également à l'ISIPA, une rentrée placée sous les signes de l'innovation, de la discipline, mais aussi de l'excellence. Chimène Dondo. 2025-2026, rentrée académique placée sous les signes de l'innovation, de la discipline et de l'excellence. L'ISIPA ouvre de nouveau ses portes pour accueillir le nouveau récipiendaire et forger de ses faits la nouvelle crème intellectuelle capable de s'adapter aux avancées en matière de nouvelles technologies. Une cérémonie solennelle qui s'est tenue sur le site de Chaumba à Kinshasa dans une atmosphère enthousiasme et de sérieux, en présence du corps professoral, du personnel administratif, des étudiants et de plusieurs invités. Dans son adresse, Martin Ekanda Onzimba, président directeur général de l'ISIPA, a salué la mobilisation de toute la communauté universitaire autour de cette rentrée académique et a félicité les étudiants pour leur confiance renouvelée à l'égard de l'ISIPA. C'est une très grande journée, c'est la rentrée académique, mais cette rentrée est spéciale parce que c'est la rentrée académique de 50 ans de l'ISIPA. Et d'ailleurs, nous venons de nommer cette promotion, la promotion Martin Ekanda Onzimba, du nom du père fondateur de l'ISIPA. Martin Ekanda Onzimba a réaffirmé l'engagement de l'ISIPA à poursuivre la digitalisation de ses services académiques et à moderniser des infrastructures et à promouvoir la recherche et l'innovation pédagogique en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De l'Université pédagogique nationale, le secrétaire général académique de l'Université pédagogique nationale, le professeur Loaka Njoka, invite tous les candidats inscrits à l'UPN en L1 LMD pour l'année académique 2025-2026 à la cérémonie officielle de leur accueil par l'université. C'est jeudi 23 octobre 2025 à 10h30. La présence de tous les nouveaux étudiants inscrits est importante pour la réussite de leurs études. Un communiqué signé par le secrétaire général académique de l'UPN. Un soutien indéfectible aux actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les mandataires publics sont appelés à soutenir les efforts de paix. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, a échangé à ces sujets avec Freddy Yodi. Robert Ndaye pour d'autres détails. C'est dans un esprit de fidélité républicaine et de responsabilité que le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, a échangé avec quelques mandataires publics de l'État ce mercredi 22 octobre 2025 sur certaines réformes et leurs engagements vis-à-vis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Freddy Yodi Shembo a solennellement signé la charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation, affirmant sa loyauté envers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Le directeur général de l'agence des pilotages, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration, Freddy Chembo, vante les réalisations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le programme sino-congolais que nous avons la charge de coordonner est aujourd'hui le programme qui est en train de donner des résultats tangibles à l'action de son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est avec notre programme qu'on est en train de construire les rocades de Kinshasa. C'est avec notre programme qu'on est en train de construire la route nationale numéro 1 pour relier Mbujimaï à Ngouba, de manière à ce que les gens, dans les années qui viennent, soient capables de rouler, d'aller par voiture de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. C'est avec notre programme qu'on est en train de construire l'université de Mbandaka. C'est avec notre programme qu'on est en train de construire la route de Kananga-Kalamambouji, qui est vraiment la route du salut pour l'espace du Grand Kasaï. C'est avec notre programme qu'on est en train de construire l'aéroport de Lodja, de faire l'aménagement de Lumumba-Ville dans le Sankourou. En signant cet acte de loyauté, il montre l'exemple des mandataires publics alignés, engagés et résolument tournés vers les résultats. Sylvie Olela Odimba, présidente du conseil d'administration de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, sollicite l'accompagnement de l'Union sacrée pour la réalisation des objectifs. C'est communiqué avant de boucler complètement ce journal, la grande édition de 20h. La régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules de Kinshasa, RFCK, en sigle, rappelle à l'ensemble de personnes physiques et morales, notamment les responsables des entreprises publiques et privées, les représentants des organismes internationaux, des ambassades accréditées à Kinshasa, ainsi que les responsables des institutions nationales et provinciales qu'ils sont tenus de soumettre leurs véhicules au contrôle technique auprès de nos centres agréés disséminés à travers la ville de Kinshasa. Il est important de souligner que le contrôle technique revêt un caractère obligatoire. À cet effet, la RFCK informe au public que l'échéance pour effectuer ces contrôles est fixée au plus tard le samedi 1er novembre 2025. Passé ces délais, un bouclage général sera effectué à partir du 3 novembre 2025 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, sans aucune exception. La RFCK vous exhorte à ne pas attendre la date butoir car aucune excuse ne sera tolérée. Un communiqué signé par Cassine Zimafolo Joseph, directeur général. Et voilà, c'est la fin de ce journal de 20h du mercredi 22 octobre. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout à ceux-là qui nous ont suivis depuis la ville d'Inongo dans le Maïndombe. Bonsoir chez vous.